16 ans en politique municipale, ça me donne le bagage unique pour faire avancer les dossiers importants à Trois-Pistoles. Le 26 octobre et le 2 novembre, votez pour vous, votez pour moi. Bonjour, ici Wilson Henley pour les infos TCBH du mercredi 29 octobre 2025. Êtes-vous tanné de parler de politique? Bien, nous aussi, mais nous avons un travail à faire et c'est de vous tenir informés. Vous pouvez aussi aller voter les yeux fermés en tirant à pile ou face, mais je le recommande à personne. Parce que, comme le dit si bien Ghislain, voter, c'est mon billet pour chialer. Nous commençons donc avec deux entrevues électorales. La première, une discussion avec M. Roger Martin, candidat à la préfecture de la MRC des Basques. Il est venu en studio s'entretenir avec Ghislain. On écoute. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios de Trois-Pistoles en compagnie de M. Roger Martin, ancien maire sortant de Saint-Mathieu-de-Rioux et candidat à la préfecture. Bonjour, M. Martin, ça va bien? Bonjour, ben oui, ça va bien. Oui, on vous a reçu quelques fois ici. Hey, M. Martin, donc une nouvelle carrière, un nouveau défi? Oui. Moi, je suis maire de Saint-Mathieu depuis maintenant 8 ans. Ça va faire 8 ans le 2 novembre prochain. Alors, je suis encore maire jusqu'à ce moment-là. Écoute, j'ai réalisé, je pense, avec les conseils que j'avais, surtout en de 2017 à 2021, la dernière élection, on a réalisé de beaux projets à Saint-Mathieu. Le portrait de Saint-Mathieu a beaucoup changé. On a misé sur l'attrait touristique de Saint-Mathieu. Alors, écoute, puis j'ai fait le deuxième mandat, 2021, j'ai été réélu avec une bonne majorité, c'était près de 70 %. Alors, là, puis je suis préfet suppléant depuis maintenant 3 ans et des poussières. Quand Éric Blanchard, le maire de Saint-Clément, a quitté, il était maire suppléant. Alors, j'ai été nommé par mes pairs à la préfet suppléant. Et puis, j'ai analysé tout ça, puis dès le début de l'été 2025, j'ai réfléchi vraiment à ce que je retourne sur un autre mandat de maire, mais ça, mon idée était plus de quitter. Après 8 ans, je considère que j'ai fait ce que je devais faire, et puis de laisser la place à quelqu'un d'autre. Des idées nouvelles, c'est jamais mauvais. Et puis, j'ai tardé pas mal avant de prendre la décision. C'était un gros mandat, le mandat de préfet. J'ai décidé finalement seulement qu'à fin août, début septembre, de vraiment poser ma candidature comme préfet. C'est un nouveau défi, oui, c'est un autre niveau politique que j'ai le goût de faire, j'ai le goût d'essayer, pas seulement qu'essayer, de réaliser, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà, en espérant que les gens m'appuient là-dedans. Là, les gens qui sont pas... Les gens de Saint-Mathieu vont dire, c'est notre maire, on le connaît. Là, les gens dans plus large, ils vont dire, c'est qui ça, Roger Martin? Ils ont dit, Martin, c'est pas de la place. Non, Martin, ça vient... Si tu vas vers la vallée de la Matapédia, tu vas en voir pas mal. Ou encore à Rivière-du-Loup. Mais c'est compliqué faire une campagne dans une MRC, c'est 8 000 quelques... Il y a 7 600 électeurs, 10 municipalités, un énorme territoire. Faire du porte-à-porte, il faut que tu commences de bonne heure. On n'a comme pas le temps. C'est pas comme dans une municipalité du tout, une municipalité comme Saint-Mathieu de 700 habitants. Mais bon, écoute, on travaille avec les médias sociaux, des pancartes électorales installées ici et là, particulièrement dans les régions, les municipalités les plus populeuses. Participe à un débat comme on a eu la semaine passée, la télé communautaire. Ça a circulé, c'est prêt. D'ailleurs, c'est disponible sur Internet, ceux qui veulent y aller. Là. Vous avez les débats pour les municipales puis pour la préfecture sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Hey, votre vision de la MRC, M. Martin, ce serait quoi? Moi, la MRC offre beaucoup de services à ses citoyens. Il y aurait peut-être d'autres services qu'elle pourrait offrir, entre autres le service d'ingénierie, le service d'inspection. Le plus gros morceau, c'est les matières résiduelles.
Autrement, je pense que si on faisait ça, chacune des municipalités, de récupérer, faire récupérer nos matières résiduelles, je pense que ça serait pas mal coûteux. Ça serait lourd. C'est déjà coûteux au niveau MRC. Oui, je sais. Par contre, je pense que c'est des services qu'elle doit offrir. On travaille beaucoup aussi. Ben moi, j'ai relancé il y a 2 ans les discussions pour un regroupement de services incendie. On avait déjà essayé vers l'année, j'étais déjà maire à ce moment-là, 18-19 environ. Et puis, ça avait été mis aux oubliettes. C'est quoi qui est si difficile de regrouper des services comme ça? Parce que souvent, on en entend parler, puis à un moment donné, on dirait qu'il y a une pause, il y a un élu qui change, puis là, on fait que ça tombe dans le vide, puis après ça, hop, on recommence 5-6 ans plus tard, il faut regrouper. C'est où que ça bloque, ça? C'est quoi qui est difficile là-dedans? Au niveau qu'est-ce qui est bloqué, si je parle de 2017-2018, c'est au niveau des directeurs de services incendie. Ça s'est pas très bien entendu là-dessus. Les maires étaient... ils n'étaient pas partagés, ils étaient plutôt d'accord avec ça. Là, écoute, les exigences du ministère de la Sécurité publique face au schéma de couverture de risque que les municipalités doivent respecter, qui n'est pas toujours évident. On n'a pas des pompiers qui là, on est obligé, là. Ouais. On est obligé, là. C'est pas on choisit, puis Non. On a des schémas à respecter. Alors, le ministère nous regarde avec des longues vues, des lorgnettes, et puis... là, on se rend compte qu'on n'a pas des pompiers qui sont à plein temps, c'est des pompiers volontaires. Des pompiers volontaires, souvent, ils ne gagnent pas leur vie avec ça. Chez nous, à Saint-Mathieu, présentement, on a des pompiers qui travaillent dans le Nord. C'est des travailleurs de la construction. Ils ne peuvent pas répondre à des appels, tu sais. C'est assez difficile. Alors, on s'est dit, écoute, un regroupement, puis là, on va plus loin. Parce que quand j'ai relancé les discussions il y a 2 ans, on était dans un lac à l'épaule, à la MRC, les maires ensemble, puis on a dit, écoute, avec la participation de la MRC, on va convoquer un gars qui va nous faire une étude de faisabilité, puis il va nous arriver avec des solutions. On a eu le rapport pas mal final, là. Dernièrement, ça fait environ 1 mois, il est venu le présenter aux maires, les 6 maires qui ont des services incendie. Alors, tout le monde est en accord avec ça. Là, on a la période électorale où c'est ralenti. On va reprendre ces... Donc, c'est une priorité pour vous, les incendies, le regroupement? Oui, tout à fait. Donc, sur le territoire. Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il de... On va arriver au conseil de la MRC avec beaucoup de nouveaux visages. Beaucoup. Oui, ça a changé. Les maires ont changé. Il y a des maires qui... moi, je ne serai plus là. Il va y avoir quelqu'un d'autre. Mes adversaires politiques, Saint-Simon et Saint-Clément, ne seront plus là, eux non plus. Donc, ça va être des nouveaux visages. Où il y a des élections, ça va être des nouveaux visages. Je prétends que plus de la moitié, peut-être 60-70 des gens qui vont être autour de la table. Ça va être des nouveaux. Des nouveaux maires. C'est-à-dire que la première année, ça va être c'est plus de laisser les gens se placer, je pense. Moi, j'entends... moi, j'aime ça travailler en équipe. Donc, c'est quelque chose que je vais prioriser de regrouper les gens qui vont être autour de la table des maires sur des priorités qui avaient déjà été établies par avant, là, comme le service incendie. Centre hospitalier régional, le Trois-Pistoles, l'urgence, moi, ça va être dans le haut des priorités. L'aspect politique, parce qu'il y a au niveau de la MRC, le préfet, il y a un travail politique à faire. Un représentant. Ben oui. Bon, les éoliennes qui s'en viennent, les revenus éoliens qui s'en viennent, l'Alliance de l'énergie de l'Est. On peut s'attendre. Un ordre de grandeur de revenus, il y a des gens qui me posent la question, ça va-tu être 25 000 $ par année? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça va être beaucoup plus. C'est ce que je pensais. Je veux dire que ça va être... Tu sais, si on fait un comparable avec le parc éolien, mettons, à Nicolas-Rioux, on a sur le TNO, puis Saint-Mathieu, Saint-Médard, on a des éoliennes là-dessus. Là, c'est sûr que le nouveau parc, l'Alliance de l'énergie de l'Est, il n'y a pas de municipalité dans les Basses qui vont avoir d'éoliennes sur leur territoire. Donc, il n'y aura pas de redevance éolienne, mais il va y avoir des revenus de production d'énergie. On a eu déjà un avant-goût de ce que ça représentait.
La MRC, actuellement, elle retire de Nicolas Rioux. On va parler de Nicolas Rioux, puis Roncevaux. Ça, on le sait, ça. Oui, on le sait. Elle retire environ entre 700, 800, 850 000 par année, peut-être un peu plus, qu'elle redistribue aux municipalités. Il y a des revenus que la MRC se garde, bien entendu. Revenus qui sont distribués aux municipalités selon un pourcentage établi en fonction de la population, la grosseur des... Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose du genre ou quelque chose de plus? On s'attend à plus. À plus que ça. Plus. Ce qui aurait comme prévision, ça irait autour, là, si on dit en 2030, parce qu'ils vont rentrer en opération puis en production. En 2030. Les premiers revenus vont arriver à peu près 2027 là, ou plus tard. Après ça, ils vont en rentrer d'autres à mesure. En 2030, la MRC devrait avoir autour de peut-être 2 500 000, 3 millions à redistribuer aux municipalités. Puis le calcul actuel pour le Nicolas Rioux, bien, si les choses ont changé, parce qu'il peut y avoir des augmentations de population, peu importe, là, bien, moi, c'est quelque chose que je veux qu'on revoie. Si une municipalité, n'importe laquelle, son pourcentage, un exemple, était à 10 puis il est rendu à 11,2 bien, quand on est dans ces chiffres-là, les pourcentages, ça vaut à peine. Ah oui, ça vaut à peine. Les moitiés de pourcents, ils valent des trucs. Oui. Bon, ben, l'autoroute 20, il faut en parler. Hein? Même si ça ne touchait pas Saint-Mathieu, ben là, ça touche la MRC à ce moment-là. En tant que préfet, là, vous allez être interpellé. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, l'autoroute 20, je suis pour. Je ne ferai pas de détour, puis je patinerai pas, j'ai bottines, là. Je suis pour. Je suis pour parce que je considère que c'est une route qui est essentielle pour le développement, qui est essentielle aussi pour une question de sécurité. Il vient d'ailleurs d'avoir encore... Oui, il y a eu un accident mortel hier. Oui, mais Saint-Simon, on dirait qu'il y en a un ou deux par année. Mais ça roule vite, ça roule vite. Oui, ça roule vite. Ça roule très, très vite. Les gens, même nous, si on ne fait pas attention, hein, si on veut être honnête, là, lorsqu'on passe, là, c'est difficile de respecter le chiffre qui est sur la pancarte. Oui, c'est dur. C'est difficile. Premièrement, c'est très long. Et puis, mais donc, oui, donc vous êtes... Moi, je considère ça important. Tu vois, j'en parlais jeudi dernier au débat pour les préfets. Et puis, on parlait du parc industriel. Il y a un gros parc industriel ici dans la région, c'est à Saint-Jean-de-Dieu. C'est le plus gros de la région. Il y en a d'autres aussi qu'on néglige pas. Mais exemple, Saint-Jean-de-Dieu... en sortant, en allant vers Saint-Rita, là? Non, il est plutôt en rentrée. OK, c'est celui en entrant, oui, en entrant. À peu près, là, il y a... c'est très gros. Il y a un gros bâtiment pro-armature qui est là, puis l'osier dans ce coin-là. Puis plus vers l'est, ça peut se développer par là. Il y a grand territoire. Il y a un potentiel énorme d'attirer des grosses industries, des plus grosses industries. On ne parle pas d'une aluminerie, là, bien entendu, mais des grosses industries. Ça va prendre quelques éoliennes de plus. Oui, tout à fait. Puis, bien entendu, quand il y a des industries un peu, bien, le matériel qui est produit là, il faut qu'il sorte à un moment donné, puis les matières premières, il faut qu'ils rentrent. Il faut faire la route 293 pour... puis ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Longtemps qu'il y a des consultations. En période électorale, les candidats, on va consulter. Là, moi, il y avait des citoyens qui me disaient, il fait longtemps qu'ils consultent. Mais c'est ça. Oui. Mais quand je suis arrivé maire, déjà, on en parlait, puis là, c'est cette année que ça se fait, puis mon mandat est fini, puis c'est toujours pas fait. Donc, c'est des choses à travailler. Puis l'autoroute 20 fait partie de ces... D'ailleurs, ça va croiser ici en haut, quelque part. Là. Donc, vous, au niveau des regroupements, donc vous êtes pour, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes favorable. Oui, il peut y avoir des regroupements. Je pense qu'on peut aller au-delà de ce qui se fait là présentement. Là, on pourrait aller, exemple, que ce soit au niveau des ressources humaines ou des ressources matérielles. C'est difficile. Certaines municipalités, là, avoir 6 conseillers, ça devient difficile. Oui, ça ne fait pas la file. Puis les maires non plus? Non. Certaines municipalités, les maires non plus? Non. Tu sais, il y a des municipalités qui n'ont pas pu tout combler, là, actuellement. Mais dans la plupart des municipalités, quasiment la majorité, il devrait avoir 6 conseillers ou 5, là, dépendamment. Il y a des municipalités qui ont pu demander avant le 31 décembre de tomber à 4 avec 5 avec le maire.
Alors, moi, j'ai confiance que le 3 au matin, sauf peut-être à Saint-Clément, que le maire me disait qu'il y a 2 trous là, qui vont être obligés de retourner en élection, mais les autres municipalités, ça devrait être comblé. Mais c'est pas simple, et justement, je voyais un reportage. Qui veut encore aller en politique? Il y a un reportage à Radio-Canada qui va passer en fin de semaine. Je vais l'écouter, parce qu'il y a eu beaucoup de démissions dans le dernier mandat, 21-25. Il y a eu 1100 démissions environ. C'est beaucoup. Il y a des raisons à ça. Pourquoi il n'y a plus personne qui veut aller en politique? Il y a toutes sortes de raisons. Depuis la pandémie, ça brasse un peu plus. Les gens moins tolérants. Moins tolérants vers les élus. Ouais. Hein? Puis je dois dire que pour aller en politique, ça prend du courage, là, parce que les salaires sont faméliques, on va le dire. C'est vraiment famélique. Au risque de se faire crier des noms. Oui, crier des noms pour pas beaucoup de salaire, c'est moins le fun ça, puis des fois, on se fait crier des noms puis on n'y peut rien. Ben, c'est ça. Hey, M. Martin, je vais vous laisser, comme à tout le monde, là, vendre votre salade. C'est le mot de la fin, fait que si vous voulez dire aux gens, c'est votre caméra, allez-y, c'est à vous le mot de la fin. Bon, ben écoutez... moi, j'ai choisi de me présenter à la préfecture, je l'ai dit en début d'entrevue. J'ai déjà 8 ans dans le nez, comme on dit, d'expérience politique au niveau municipal. J'ai 3 ans comme préfet suppléant. En fait, un préfet suppléant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il remplace le préfet lorsqu'il est absent. Il préside les assemblées du Conseil des maires. J'ai acquis beaucoup d'expérience avec les maires qui étaient là, les mentalités de différentes municipalités. On n'est pas tous pareils. Quoique maintenant, il y a beaucoup de maires avec qui j'ai travaillé durant mon mandat qui ne seront plus là. Ça va en être d'autres. Est-ce que leurs priorités seront les mêmes que leurs précédents? On verra. Ben moi, je veux travailler absolument en équipe avec les gens qui vont être autour de la table. Bien entendu, terminer des mandats que la MRC, que le préfet précédent avait démarré, si on veut. Je parlais tantôt, l'urgence 3 pistoles, c'est dans les priorités absolues. Le regroupement service incendie, j'avais relancé il y a 2 ans. J'y tiens beaucoup. C'est un dossier qui me préoccupe compte tenu des coûts engendrés par les services incendies et des obligations aussi du ministère de la Sécurité publique concernant les obligations pour les schémas de couverture de risque qu'on doit respecter absolument. Le Club Appalaches, j'en ai pas parlé encore. Le Club Appalaches, c'est un dossier que mon prédécesseur, si je suis élu, a travaillé fort là-dessus. Je pense continuer là-dedans, puis c'est un dossier qui est éminemment politique. Et puis les représentations que j'entends faire là-dedans, c'est bien entendu très politique. C'est le gouvernement du Québec qui peut régler ce problème-là, comme il l'a fait au début des années 70, le gouvernement qui était à l'époque, qui a vraiment déclubé la province, sauf ils ont oublié les Basques, il y en avait un. Alors, c'est ça, le vote du 2 novembre prochain. Je demanderai à la population d'appuyer ma candidature. Soyez assurés que je vais y mettre les énergies nécessaires, autant que j'en ai mis pour la municipalité de Saint-Mathieu. Alors, merci. M. Martin, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne immédiatement avec la deuxième entrevue. Arrachons le pansement d'un coup sec sans attendre. Voici Ghislain et M. Éric Dubois, lui aussi candidat à la préfecture de la MRC des Basques. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios de 3 pistoles en compagnie de M. Éric Dubois, qui est candidat à la préfecture de la MRC des Basques. Bonjour, M. Dubois, ça va bien? Bonjour, M. Vachon, merci de me recevoir, ça va très bien. On s'est déjà revu ici, d'ailleurs. Donc, vous présentez candidat comme préfet à la MRC des Basques. Absolument. Les gens vont dire, c'est qui, ça, Éric Dubois? C'est une Et bonne vous allez question. répondre? Très bonne question. La réponse simple, c'est je suis ici depuis 2019. J'ai choisi les Basques comme milieu de vie. C'est un choix délibéré. J'aurais pu aller n'importe où dans la région. Mon poste est à Rimouski. Alors, ça m'amène à me déplacer beaucoup sur le territoire. Et j'avais connu les Basques par la littérature, évidemment, par Victor Lévy-Beaulieu, par les personnages de ces téléromans. Alors, il y avait déjà un préjugé favorable pour l'endroit. Mais quand je suis venu visiter
C'est là que l'histoire d'amour a commencé vraiment. Là. Ça a été un crush, comme on dit. C'est beau. Un coup de cœur. Et un coup de cœur qui n'a pas diminué depuis 6 ans. Alors, qui je suis? Je suis un néo-pistolois depuis 6 ans. Je me suis impliqué dans mon milieu déjà en arrivant. J'ai été 6 ans secrétaire de notre CPE, la Baleine Bricoleuse. Ceux qui ne savent pas, la garderie. Absolument. De la petite enfance. Absolument. Et avec une super équipe, j'ai eu l'occasion de travailler cet enjeu-là en particulier, le développement territorial, qui m'interpelle évidemment, parce que si on veut attirer des jeunes familles ici dans les Basques, il faut avoir tous les services à proximité. Hein, on parlait de logement, écoles, un hôpital. Hôpital, CPE aussi, garderie, les garderies en milieu familial aussi. Donc, il faut que tout ça soit bien préparé, parce qu'au dernier moment, si on ne l'est pas prêt, on est en compétitivité avec plein d'autres territoires à travers le Québec. Alors, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. C'est comme j'essaie d'expliquer aux gens, c'est parce que la télévision communautaire, on a un peu de compétition. Hein. Ouais. On n'est pas tout seul. C'est la même chose. Absolument. Puis il y a des régions très attractives. On l'est. Moi, je pense qu'on l'est. Il faut juste s'assurer d'avoir un bon marketing territorial, puis que les milieux s'organisent, se mobilisent pour préparer la venue de ces gens-là. C'est une question de vitalité. Hein? On n'a pas le choix. Nous sommes très dévitalisés. Ah, ben, je dirais pas ça. Je dirais qu'on est en train de remonter la pente. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Ouais. Il y a des indicateurs qui ne mentent pas. C'est juste au niveau du revenu disponible, il y a 3 000 de moins disponibles ici à Trois-Pistoles qu'à Rivière-du-Loup, Rimouski. Ça, c'est le revenu disponible par habitant. Mais moi, je pose tout le temps la question. C'est quoi la différence du coût de la vie entre Trois-Pistoles et Rimouski et Rivière-du-Loup? Est-ce que c'est le 3 000 et ils mangent là, non? Non, je crois pas. C'est l'absence d'emploi industriel. C'est là où le bas blesse. Les salaires sont quand même assez bas ici. Il y a toutes sortes de métiers. Il y a les agriculteurs, il y a des travailleurs communautaires. Ça n'a pas de salaire, ça. Un agriculteur, ça n'a pas de salaire. Non, en effet, ça vient jouer effectivement dans les revenus. Et d'ailleurs, le revenu moyen est 8 000 de moins ici dans les Basques qu'à Rivière-du-Loup et Rimouski encore. Alors, puis on a le double de gens à faible revenu. Il y a des indicateurs qui ne mentent pas. Pour moi, c'est des indicateurs importants. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas déprimer. Au contraire, il faut en prendre acte puis trouver des solutions ensemble pour régler les problématiques. Ce faisant, on va trouver des solutions ensemble pour régler les problématiques. J'allais en dire, la vision, justement, on embarque dans la vision, c'est l'autre question. On règle ça comment? Ensemble. Il n'y a pas d'autre moyen. Moi, je crois au consensus. Je crois à la concertation. J'ai été, on pourrait dire, élevé comme militant dans ces secteurs-là. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'étais impliqué dans les regroupements de jeunes. Alors, j'ai travaillé à différentes stratégies, en particulier une stratégie dont je suis fier. Ça s'appelle Migraction. C'était dans les années 90, début 2000. Avec la région se vidait, hein? Exact. Ce qu'on voulait, nous, notre objectif, c'était de ramener des jeunes puis de les ramener à s'établir dans nos communautés. Puis ça a fonctionné. Depuis, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un bon élève de ce côté-là. Moi, je pense qu'on peut suivre l'exemple. Ici, on a une particularité, évidemment, parce qu'on est un territoire extrêmement étendu. Alors, il y a des enjeux à discuter ensemble. Puis moi, j'ai hâte d'être assis de m'asseoir avec les élus municipaux, parce que c'est elles et eux qui vont alimenter la réflexion de la MRC et qui vont amener l'eau au moulin de notre décision collective, du processus de décision. Moi, je veux l'ouvrir, le processus de décision. Je veux plus de transparence. Donc, les informations vont être rendues disponibles pour les gens. Puis, je veux plus de participation. Là, il y a toutes sortes de moyens que j'ai prévus. C'est pas le cas en ce moment, ou c'est quoi, là, ce qu'il y a des... Bien, moi, en tout cas, le porte-à-porte que j'ai fait, malheureusement, j'ai pas eu tout le temps que je voulais, là, mais pour en faire. Mais quand je cogne aux portes, les gens se demandent à quoi ça sert une MRC. Je pense qu'on a de l'enseignement à faire. Puis c'est pas juste ici, là. Je pense que c'est partout au Québec. Absolument. Il y a un travail d'éducation à faire. Une MRC, c'est un gouvernement de proximité. De toute façon, avec le problème aussi, ici, avec tout le temps les anagrammes, les gens ne savent pas c'est quoi. C'est une municipalité régionale de comté. Absolument. C'est ça que ça veut dire. C'est une structure supra-municipale, on appelle ça comme ça. C'est une méga municipalité, si on veut dire. Oui. Où est-ce que, d'un, on discute de l'aménagement du territoire, de quelle façon on va harmoniser les usages pour que ce soit cohérent sur un territoire. De taxes. Oui, ça peut avoir effectivement avec les municipalités et aussi l'intermédiaire avec le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Moi, je pense que le gouvernement de proximité prend tout son sens ici, dans des dossiers importants comme celui de l'urgence, par exemple. La MRC, moi, je trouve qu'on ne l'a pas assez entendu, alors qu'il devrait... pour moi, le préfet, son rôle, c'est d'être en avant de tout le monde, avec le préfet aussi de Témiscouata, parce qu'il y a aussi Pointe-Négama qui est visé dans cette menace-là. Ah, mais moi, je pense que même le préfet Rivière-du-Loup-Rimouski, ils ne veulent pas que ça ferme ici, parce qu'ils vont se retrouver avec des surplus. Je comprends très bien. Donc, c'est consensuel ici au Bas-Saint-Laurent. Pourquoi, depuis 8 mois, on nous laisse poireauter? Quel mépris on nous démontre, là. Les 30 millions de dollars, moi, j'avais tout le temps dit...
Pour moi, il y a plus cher que ça de canettes consignées dans le fond des fossés au Québec. Probablement. Puis surtout, la raison de ce 30 millions-là, il faut se rappeler, hein, c'est les agences privées de placement de personnel. C'est les mauvaises décisions des gouvernements qui sont responsables de ce déficit-là. Puis aujourd'hui, on nous amène la facture en disant, vous allez diminuer vos services. Mais un préfet réussit à faire quoi par rapport à ça, cette grosse machine-là? Parler fort. Pour moi, un préfet, il faut qu'il soit capable de parler fort, d'exprimer clairement la volonté d'une communauté, d'une population, puis exprimer les consensus. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que le préfet prenne le lead à partir du 3 novembre pour qu'on règle la question rapidement. C'est quoi nos priorités dans les Basques? Les priorités dans les Basques, pour moi, je l'ai dit tantôt, c'est notre capacité à accueillir des gens, développer cette capacité-là pour enraciner des gens qui puissent amener de l'eau au moulin du développement de notre communauté. Parallèlement à tout ça, ça prend aussi des enjeux économiques. Il faut travailler l'enjeu économique. Moi, je crois aux petites entreprises. J'ai aidé pendant 4 ans, j'ai eu cette chance-là dans ma carrière d'aider au démarrage de petites entreprises dans un organisme au Saguenay. Et cette période-là m'a fait comprendre comment la micro-entreprise ou les petites entreprises sont importantes dans une communauté. Mais dans le mot entreprise, il y a entreprendre, donc entrepreneur. Est-ce qu'on en a dans les Basques, des entrepreneurs? Oui, il y en a des entrepreneurs sociaux, hein, beaucoup d'entrepreneurs sociaux, des gens qui ont un autre schéma du développement, si vous voulez, qui visent le collectif. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Mais oui, aussi des entrepreneurs plus traditionnels. On a eu une très bonne décision. La shop de planche est où? Oui. Il y a une très bonne décision de l'ancienne administration de la MRC qui a gardé notre CLD parce que dans les fins des années 2010, là, ça a été évacué dans beaucoup d'endroits, malheureusement. Ici, on l'a gardé et c'est justement un soutien, moi, que je trouve essentiel puis qui est extrêmement apprécié de la part des entrepreneurs. Ici, moi, en tout cas, avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs d'entre elles et d'entre eux, et ils sont tous satisfaits du travail du CLD. Donc, pour moi, c'est un indice comme quoi il faut travailler pour améliorer encore ça, pour que ce soit encore plus aidant pour des gens qui ont des projets d'affaires, parce que le potentiel est gigantesque ici. Il y a des richesses là, non exploitées, juste dans le domaine du tourisme. Un autre enjeu qui m'interpelle. L'enfant pauvre de la région. Oui, on a des bijoux qui sont mal polis. Il faut travailler à mieux vendre notre territoire. Quand je vous parle de marketing territorial, ça fait partie de ça. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais en parler souvent, là, parce qu'on sort un gars de Chicoutimi, mais le gars de Chicoutimi ne sort jamais du gars. Moi, je suis Beauceron. Mais il y a beaucoup là-bas d'exemples comme ça de marketing territorial. Évidemment, on sait, il y a beaucoup de gens qui viennent vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean année après année pour le tourisme. On a appris à se vendre. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre là-dessus. Puis pour moi, je vois le territoire vraiment gigantesque. Ouais, je vois les Basques, je vois les Témiscouata, puis je vois même Rivière-du-Loup, tous les arrière-pays. Commençons juste par les Basques. Oui, ici, il y a un grand terrain de jeu ici, c'est incroyable, là, puis c'est sous-estimé. Allez, on va aller dans des... On va ramener un petit peu sur le plancher des vaches. Là, évidemment, là, ils l'ont posé la question au débat, ils l'ont posé tout le temps, puis moi, sur ma feuille, il faut que je la pose. Hey, l'autoroute 20, on fait quoi? Moi, je connais un peu l'opinion, mais je veux dire, on fait quoi? Le premier argument, je vous dirais, c'est pas un enjeu de la MRC proprement. C'est pas la MRC qui va faire l'autoroute 20 ou le prolongement ou qui va améliorer la 132. La MRC a une voie. Une voix au chapitre, elle doit donner son opinion, puis elle va faire partie du processus décisionnel de tout projet. Puis ça, c'est important d'avoir cette vision-là globale du transport, parce qu'il n'y a pas seulement l'enjeu de l'autoroute, il y a tous les enjeux aussi des routes secondaires. La 293 qui a besoin d'aménagement. Si je peux faire un petit bout là-dessus, je suis allé à Rimouski la semaine passée. Puis là, mon épouse, ils ont des autobus. Oui, ils ont des autobus ici. C'est étonnant, ça va tellement pas habitué à dire, il y a du transport en commun en région. Il y en a à Rimouski, mais ici à Trois-Pistoles, il faut... Ça n'existe pas encore. C'est illusoire de voir sur ce principe-là avec des cabines où les gens vont entendre l'autobus. Non, ça va être un autre modèle, mais ça va commencer en 2026, c'est prévu. Le seul problème, c'est que le gouvernement de la CAQ retarde le financement. C'est ça le problème, c'est une question encore d'argent. C'est ça qui est dommage. Les gens de la région ici du Bas-Saint-Laurent, ce que j'admire, c'est des gens qui voient... Ils ont une bonne patience, ça fait longtemps qu'ils attendent après l'argent. Extrêmement patients. C'est des gens qui connaissent leur milieu de vie, qui ont une vision de développement de leur milieu de vie. Ça, je trouve ça admirable. Il faut juste maintenant avoir les moyens de nos ambitions. C'est là l'enjeu. Moi, je pense que le rôle d'un préfet, c'est de bien connaître les besoins des municipalités de son territoire et de s'assurer avec les gouvernements qu'on aide d'un coup de main, là. Parce que là, la taxation municipale, on le sait, ça a extrêmement de limites. Hein? On ne peut pas taxer les gens indéfiniment, heureusement.
Et l'autre enjeu, c'est pour ça les gens, quand ils disent le gouvernement payera, c'est parce que... le gouvernement, c'est nous. Ils prennent dans la poche de la droite puis ils mettent dans la poche de gauche. Hein. Alors, il y a cet enjeu-là des infrastructures aussi, parce que moi, depuis que j'ai ma fille, depuis bientôt 9 ans, je vois qu'une chose. Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce que je vais laisser à Madeleine? Moi, c'est ça la question que je me pose. Alors, toutes les infrastructures municipales, on a un travail à faire incroyable pour les remettre à un niveau acceptable. Au Québec, c'est 40 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est pas 40 milliards qu'il faut décaisser demain. Il faut le prévoir, par exemple. Parce que si on ne le prévoit pas, malheureusement, la détérioration des infrastructures, c'est exponentiel. Tellement qu'en comptabilité, il y a un nom pour ça. Hein. On le prévoit. Absolument, dépréciation. La dépréciation. Tout à fait. Lorsque vous achetez un véhicule, il se déprécie. Pour la 20, pour moi, l'enjeu de sécurité est primordial. Ça, je m'engage comme préfet à en faire Parce qu'il y a eu un gros accident. Ah oui, absolument. Puis il y a toutes sortes de facteurs qui amènent des accidents sur les routes, sur les autoroutes, un peu partout. Un de ces principaux facteurs-là, c'est la vitesse. Alors ça, on peut travailler sur les enjeux de la vitesse. Pour moi, l'enjeu de l'autoroute 20, de toute façon, il faut le voir d'une manière globale. C'est pas vrai que le projet qui est depuis 60 ans sur la table avec 2 voies qui ne sont pas divisées est un projet d'avenir. C'est un projet qui a prouvé qu'il était dangereux entre Rimouski et Mont-Joli. Un mur de ciment entre les deux, moi. C'est parce que ça empêche le dépassement à ce moment-là. Oui, bien voilà, le problème est là. Alors, il faut voir, est-ce que l'objectif, c'est de mettre une autoroute pour ajouter plus de voitures sur les routes ou encore de trouver des solutions pour enlever des poids lourds, parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont causés par des poids lourds. Donc, il y a d'autres moyens de transport que le camionnage. Là. Il y a le train, il y a même le cabotage qui peut être réfléchi. Pourquoi pas? Il n'y aurait pas une entreprise de cabotage ici à Trois-Pistoles, par exemple. Je ne sais pas si le quai pourrait être aménagé pour un petit bateau. C'est plutôt parce qu'il est très, très au fond, on peut le dire comme ça. Autre chose aussi, on marche avec les marées ici. Exactement, ça c'est problématique, effectivement. Alors, c'est peut-être des enjeux qu'il faut réfléchir de manière régionale, effectivement, mais je pense qu'il faut sortir des tranchées. La 20, actuellement, elle n'existe pas. Il faut trouver des solutions réalistes. Moi, je pense que, comme préfet, je n'imposerai pas mon opinion. Je vais m'assurer que les opinions de chacun puissent s'exprimer et qu'on construise un consensus vers l'avenir. Puisqu'on est dans la municipalité, oui. Là, les regroupements. Là, on entend beaucoup parler regroupement Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles, et on jasait avec les autres candidats. Même, là, il y a d'autres regroupements que ça commence à jaser par en arrière. On n'aura pas le choix, il va falloir en arriver là. Votre position là-dessus? Bien, le regroupement, ça dépend. Pour moi, des fusions municipales imposées, ça ne fonctionne pas parce qu'on casse l'identité des gens. C'est important, l'identité. Les gens de Saint-François, c'est des gens de Sainte-Françoise. Des gens de Saint-Mathieu, c'est des gens de Saint-Mathieu. Des gens de Trois-Pistoles, des gens de Trois-Pistoles. On n'a pas encore d'identité basque. Moi, je pense qu'on peut la développer, cette identité territoriale-là. Moi, je souhaite la développer. Mais les regroupements sont effectivement possibles et souhaitables, que ce soit au niveau des services d'incendie, que ce soit au niveau même de partage de personnel. Dans l'administration, actuellement, il y a des employés de la MRC qui remplacent dans les municipalités au niveau des loisirs. Je veux dire, on pourrait partager des ressources, multiplier les possibilités en partageant, dans le fond, la charge. Et pour moi, c'est important. Donc, pour moi, le partage de ressources et de moyens, c'est intéressant. Mais les fusions doivent venir de la base. Pour moi, c'est les gens qui doivent décider. Puis c'est leur identité qui est mise en question là-dedans. Il va y avoir un référendum. Absolument, absolument. À Notre-Dame-des-Neiges pour ce qui est effectivement du regroupement. Et moi, je pense que la MRC a un rôle à jouer, pas nécessairement de remplacer les municipalités, mais quand je vous dis développer une identité basque, c'est une vision collective de notre territoire. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais quand on l'aura fait, on aura une vision claire de ce qu'on vaut et des possibles qui sont sur notre territoire. Il y en a beaucoup, il y en a énormément de possibles. J'ai déjà dit souvent, c'est parce que moi, je viens de la Beauce. C'est parce que lorsqu'on arrive dans les Basques, lorsqu'on arrive dans une région où il y a une identité, okay, on ne se le cachera pas, Saguenay. Exact. Lorsqu'on arrive d'une région comme ça et on débarque ici dans les Basques, la plupart du temps à Trois-Pistoles, et on s'attend à ça. Hein, et hop, c'est pas là. Hein. Puis les gens ici, c'est assez difficile d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, parce que les gens ne le ressentent pas ici, ils ne savent pas c'est quoi, une identité régionale. Absolument. C'est là, je ne jette pas la pierre à personne, c'est très, très compliqué d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas d'identité régionale qu'est-ce qu'une identité régionale. Et puis... Il y a peut-être qui en ont trop. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une identité, je veux dire, les Bleuets, c'est tatoué en nous. C'est comme les Beaucerons aussi. Les Beaucerons, absolument. C'est parce que c'est ça l'histoire, quand on arrive dans un endroit... Puis même, je veux dire, ici dans les Basques, là, je vais vous dire franchement, là, c'est très, très faible. Le mot basque, souvent, c'est juste associé à Trois-Pistoles. Ouais. Hey, on arrive en fin d'entrevue comme ça, je vais dire, comme
J'ai dit à tout le monde, là, je ne parlerai plus de salade. Il y en a qui voulaient me lancer le bol, la salade. Fait que je ne parlerai plus de salade. Hey, donc, là, si vous voulez vous adresser à la population, c'est le temps, c'est le mot de la fin. Mesdames, messieurs, vous avez des candidats extraordinaires, 4 candidats de qualité. Vous l'avez vu au débat. Si vous ne l'avez pas vu, écoutez au moins 1 heure du débat. Je comprends 2h30, c'est un marathon. D'ailleurs, j'étais épuisé. Mais on a démontré, je pense, à nous 4, une vision qu'on pourrait travailler collectivement pour faire quelque chose de bien ici dans les Basques. Mais ça commence par vous. Le premier geste, c'est d'aller voter. Hier, je suis allé voter avec Madeleine, ma fille. Il y avait quand même des files d'attente, mais je m'attendais à plus que ça. Donc, dimanche prochain, il ne faut pas manquer le coup. Le préfet qui va être élu a besoin de votre légitimité. Vous avez le choix entre 4 excellents candidats. Je vous demande d'aller voir sur les pages Facebook de chacun, de regarder le débat, de lire les articles de journaux et de faire votre choix. Mais ce choix-là est très important. Il faut élire avec quand même une bonne proportion d'agents de la communauté qui ont voté le préfet pour qu'il y ait une voix au chapitre, pour que quand le prochain préfet va parler, il soit entendu. Parce que ça, c'est nécessaire. Bien, effectivement, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a juste avec l'entrevue de M. Roger Martin, mais je me reprends, aller voter. Donc, aller voter, ça vous donne le droit de chialer. Après, là, si vous n'êtes pas content, là, si vous avez été voté, là, ça c'est mon billet pour chialer, je l'ai mis dans l'urne. Donc, allez voter. Et puis, encore une fois, comme M. Dubois a dit, vous pouvez revoir le débat. C'est sur la chaîne YouTube de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Vous avez juste à aller sur YouTube, taper TCBH, vous allez tomber dessus. Ou encore aller sur notre site web, ça va vous rediriger vers la vidéo YouTube. Donc, c'est tcbh.tv. Donc, bonne chance, M. Dubois. Merci beaucoup, merci. Puis merci d'être venu nous voir. Au plaisir de se revoir. Puis, au plaisir de se revoir. C'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistoles. Mercredi dernier, le 22 octobre, débat à l'école secondaire de Trois-Pistoles pour la mairie. Isabelle versus Charles pour Notre-Dame-des-Neiges. Marc versus Carole pour Saint-Mathieu-de-Rioux. Joanne versus Simon pour Sainte-Françoise. Et finalement, Philippe versus Maurice pour Trois-Pistoles. Jeunesse versus expérience. Cheveux blancs versus cheveux noirs. Tension, opposition, chamaillerie et commérage. Le débat entier de 3 heures est disponible en ligne sur notre chaîne YouTube. Il suffit de taper « Débat municipal 2025 TCBH » sur YouTube pour trouver la vidéo. Pour l'instant, restez avec nous. Voici quelques extraits. Ce soir, je vais toujours répondre au nom de mon équipe, puisqu'on est une équipe. On a déjà 3 élus, puisque nous sommes un groupe uni et que je ne suis pas la seule à décider de quoi faire ou comment faire à Notre-Dame-des-Neiges. Merci. Puis quand on s'implique dans un domaine, c'est pas juste pour nos enfants, bien sûr. Puis je pense que quand on s'implique aussi au niveau municipal, c'est pas juste pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour nos citoyens. On n'est pas à Saint-Mathieu rendu au même point que vous pouvez l'être, mais on doit se poser des questions sur le regroupement de services, notre potentiel de regroupement de services avec les municipalités avoisinantes. Dans l'équipe Brunel, chacun a ses façons de voir les choses aussi. Donc, ils ont droit à la parole. Ce n'est pas une voix dictée. Et on a décrit un peu notre programme que voici. Et présentement, je sollicite un 7e mandat. Et durant cette période aussi, j'ai été conseiller municipal 7 années. J'ai accompagné les maires qui ont été conseillers avec moi. Toujours travaillé en collaboration avec tout le monde. Avec le nombre de conseillers avec qui j'ai pu travailler, je n'ai pas fait le compte. Plusieurs personnes ont travaillé avec moi comme conseiller municipal. Alors voilà, c'est ça. Dont on veut un vent de changement. C'est bien le changement. En abordant les différents dossiers avec intégrité et transparence et surtout dans le respect. En écoute des concitoyens et concitoyennes de leurs véritables besoins. Faire de notre village un lieu agréable à vivre dans le partage et la convivialité. En créant également une vie culturelle active, étant donné que je suis assez habilitée à le faire. Je n'oublie pas l'entretien des infrastructures, les routes, l'aqueduc, les égouts, la sécurité publique, qui comprend la police, les pompiers et la sécurité civile. De revenir avec le bulletin municipal afin d'informer adéquatement la population des décisions du Conseil lors des réunions. Le tout fait avec respect et plaisir de représenter la population.
Faire de notre village de Sainte-Françoise un beau village vivant, où les gens aiment partager, se soutenir, un village d'entraide, où l'on se sent bien. Voilà. Jeudi dernier, le 23 octobre, débat à l'école secondaire de Trois-Pistoles pour le poste de préfet de la MRC Les Basques. Gabriel versus Éric versus Denis versus Roger. Le débat complet de 2 heures est disponible sur notre chaîne YouTube. Il suffit de chercher Débat Préfecture 2025 TCBH sur YouTube pour trouver la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant, voici quelques moments du débat. Fort de mes 8 années d'expérience à la mairie, de membre du conseil de la MRC et de préfet suppléant depuis 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, j'ai réfléchi longuement avant de poser ma candidature. Finalement, j'ai posé ma candidature. J'ai décidé d'aller pour la préfecture au mois de septembre dernier. Je compte bien aussi encourager, faciliter et accélérer tous les regroupements municipaux que vos élus dans vos municipalités voudront bien considérer. La pérennité et la qualité des services municipaux en dépendent, même pour les municipalités qui semblent pouvoir s'en passer présentement. Après tout, nous sommes la plus petite MRC du Québec. Donc, j'ai mené avec la ferme plusieurs dossiers de front. Il est temps pour moi de travailler pour mon coin, me servir des forces acquises pour mon milieu, pour les Basques. J'en ai fait la promotion ailleurs. Quand on se présente dans divers comités, j'étais de Saint-Clément dans les Basques. Je peux vous jurer qu'il y a plusieurs Ontariens et gens de l'Ouest canadien qui se sont servis de Google Maps. Mais c'est ce qui permet de faire connaître la région. Il faut devenir plus autonome territorialement. On va parler tantôt, c'est quoi une MRC? Une MRC, c'est un gouvernement de proximité. Quand on dit un gouvernement de proximité, ça veut dire une force politique, une voix politique pour les gens des Basques. C'est ça qu'il faut absolument donner à notre population, de l'espoir, du rêve, puis des possibles pour les atteindre ensemble. Tout est possible. Nous diffusons aujourd'hui notre dernière capsule du Centre d'action bénévole. Merci aux gens du CAB pour la belle collaboration. Bonne écoute. Accompagnement transport, ce genre de bénévolat vous intéresse? Selon votre disponibilité, conduire et accompagner avec bienveillance, à l'aller et au retour, une personne à son rendez-vous médical ou vers un lieu de commodité, tout en lui offrant soutien et confort, voilà en quoi consiste ce type de bénévolat. Afin de devenir bénévole au Centre d'action bénévole, une carte de membre est requise et est renouvelable annuellement. Et vous devez accepter que le Centre d'action bénévole procède à une vérification de vos antécédents judiciaires ainsi que d'avoir de bonnes références. Le Centre d'action bénévole vous fournira toute la documentation et le matériel essentiel pour vous familiariser avec les responsabilités de votre service. De même, nous vous offrons un encadrement soutenu par le responsable du service afin de faciliter le déroulement de votre implication bénévole. Une compensation pour les frais engagés pour l'utilisation de votre voiture selon les kilomètres parcourus lors de votre service vous sera attribuée. De plus, en plus des chaleureux remerciements quotidiens des clients et du personnel du Centre d'action bénévole, vous aurez l'occasion de recevoir une reconnaissance officielle 2 fois par an. Ces moments spéciaux sont l'occasion de partager des moments de joie inoubliables. Sachez que votre engagement bénévole rend vraiment service à des personnes dans le besoin et que vous faites la différence. Pour en savoir davantage, communiquez avec nous. Depuis 1989, la Nuit des sans-abri se déroule tous les 3e vendredis d'octobre dans plusieurs villes du Québec. Voici quelques photos de l'événement à Trois-Pistoles qui a eu lieu le 17 octobre au Parc de l'Église. Vous avez été plusieurs à être venus démontrer votre soutien envers les gens en situation d'itinérance. Merci d'avoir été présents et présentes en aussi grand nombre. Nous tenions aussi à souligner l'implication de plusieurs partenaires solidaires qui ont rendu cette soirée possible. Merci à la Maison Le Puy pour la friperie, à Croque Ensemble des Basques, Collectif Églantine et Manon pour la délicieuse bouffe, à la Maison des Jeunes de Trois-Pistoles, ainsi que Travail de rue MRC Les Basques
pour leur présence et leur implication dans l'organisation, Louis Saint-Laurent et Alex Dubé. Merci à la Ville de Trois-Pistoles qui a accepté qu'on passe la soirée et la nuit au parc de l'église et qui nous ont aussi prêté le foyer. Merci à Air Ouverte. Merci à la Fabrique de Trois-Pistoles pour l'accès à la salle Vézina. Merci au Récif pour nous avoir prêté du matériel pour projeter des documentaires. À Marc Bélanger pour le spectacle. À la Forge à Bérubé pour la location du matériel de son. Et finalement, un gros merci à tous les gens qui ont été présents au courant de la soirée. À l'année prochaine. Les humains ont des jambes. Elles servent à danser et à se cogner le petit orteil sur la table du salon, mais aussi à marcher. Marcher est bien ce qu'ont fait les nombreux participants et participantes de la Grande Marche Défi Pierre Lavoie, samedi le 18 octobre. Ghislain était sur les lieux et nous a capté quelques moments. Les voici. Nombre de marcheurs, nombre de... Bonjour, Mme Perret. Ça va bien? Super. J'en ai une, les Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications.
En premier lieu, qu'est-ce que l'ADOCAR? Il s'agit de l'Association de développement des aînés à l'UQAR, un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus. Notre territoire s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de Madeleine, en passant bien évidemment par la Gaspésie. En passant, le mot UQAR apparaît dans notre nom parce que l'université est notre principal partenaire depuis plus de 35 ans. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté l'université ou d'avoir un quelconque diplôme pour participer à nos activités. En passant, sachez que vous bénéficiez d'une réduction à nos activités lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, et ça c'est 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le CAFO 50 du Québec et bien d'autres. Nos activités sont offertes de 3 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, donc vous pouvez être n'importe où sur le territoire et même ailleurs et participer à des activités. Et on a une nouvelle forme de participation. Il y a des gens qui se réunissent à un endroit, mais vous pouvez être ailleurs sur le territoire et participer. Cela dit, voici nos activités jusqu'au 7 novembre en ordre chronologique. Il y aura la conférence gratuite « L'aide médicale à mourir, état des lieux » avec le Dr Georges L'Espérance, le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Dans ce cas-ci, je vais laisser le Dr L'Espérance vous expliquer de vive voix ce dont il va parler durant sa conférence. Bonjour chers amis, mon nom est Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. J'ai été invité par votre association à venir vous entretenir sur l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire sur les lois qui encadrent l'aide médicale à mourir, tant la loi du Québec que celle du fédéral qui est incluse dans le Code criminel. Donc, nous allons faire un retour plutôt, excusez-moi, sur ces diverses lois, sur les critères pour obtenir l'aide médicale à mourir. Et nous allons aussi aborder, bien évidemment, le sujet des demandes anticipées pour les maladies neurodégénératives cognitives, c'est-à-dire les maladies qui conduisent à la démence. Donc, nous allons aborder tous ces sujets-là et la conférence sera bien sûr suivie d'une période de questions ouverte à toutes les questions que vous voudrez bien poser. Il n'y a aucune limite aux questions. Ça me fera très plaisir de répondre à tout et de tenter avec vous de vous éclairer sur ce sujet primordial dans notre société. Alors, au plaisir. Alors, réservez votre après-midi du vendredi 24 octobre prochain. La conférence débute à 13h30 à distance sur Zoom. Nous offrons également des formations en informatique comme celle intitulée « Maîtriser Facebook, sécurité et confidentialité sans stress » avec Anne-Solène Rioux, qui est une chargée de cours au Cégep du Vieux-Montréal. Dans cet atelier interactif pour débutants, vous apprendrez à utiliser Facebook en 2 heures. Alors, cette activité est offerte en collaboration avec l'organisme Formatio de la Montérégie, qui est un partenaire depuis quelques années. Elle a lieu le lundi 27 octobre à 9h à distance sur Zoom. Enchaînons maintenant dans le volet culture, société et loisirs avec la formation 6 jours dans l'histoire contemporaine du nationalisme québécois avec Luc Cyr, qui est un producteur, réalisateur et scénariste. Monsieur Cyr saura raviver des souvenirs chez les participants puisque nous verrons le 15 novembre 1976, donc la première élection du Parti québécois, le 4 novembre 1981, la dite Nuit des Longs Couteaux, et le 22 juin 1990, la mort de l'accord du lac Meech. C'est une formation d'une durée de 3 semaines à raison de 2 heures semaine et la première rencontre débute le 27 octobre à 13h30 sur Zoom. De retour en informatique, il y aura aussi la formation iPad, iPhone, portefeuille et sécurité pour bien comprendre les exigences de sécurité de votre appareil, les codes, les Touch ID, les Face ID, les courriels non sollicités et notre formateur vous expliquera aussi le portefeuille, la petite icône que vous voyez sur votre écran ainsi que Apple Pay. C'est une activité animée par Denis Vachon, également de Formatio et quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience en la matière. Elle a lieu le mercredi 29 octobre à distance sur Zoom. Bien dormir représente parfois un défi en vieillissant. Quelles sont les modifications qui surviennent et qui sont liées au vieillissement? Inscrivez-vous à la formation « Le sommeil et le vieillissement, que nous dit la science ?» animée par Nicole Ouellette, infirmière et professeure retraitée, le mercredi 29 octobre à 13h30 à distance sur Zoom. Les adeptes d'histoire et de généalogie devraient participer à l'activité à la découverte des ressources de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Cette activité se déroule sur 2 semaines. La première rencontre se fait à distance sur Zoom, alors que la seconde est une visite des locaux des Archives nationales à Rimouski et à Gaspé. C'est Guillaume Marsan, qui est l'archiviste coordonnateur pour les Archives nationales à Rimouski et à Gaspé, qui en est l'animateur. Amoureux de la langue française, Mario Bélanger, conseiller en communication, auteur et formateur, vous invite à son activité La langue française d'hier à demain. Il nous présentera les grandes étapes de l'évolution de la langue française, aux mots qu'elle a empruntés à d'autres langues et les particularités de la langue parlée au Québec par rapport au français conventionnel. Puis les participants auront aussi accès à des dictées ludiques et à des trucs pour faciliter la rédaction. D'une durée de 3 semaines à raison de 2 heures semaine, elle débute le mardi 4 novembre à 9h30, en présence à Rimouski, mais simultanément à distance sur Zoom. La dernière activité en informatique de cette période s'intitule iPad iPhone utilitaire. Toujours en compagnie de Denis Vachon de l'organisme Formatio, vous apprendrez à maîtriser plusieurs utilitaires dont le dock, les fonctions multitâches de votre tablette, votre téléphone et bien plus encore. Il s'agit d'une seule rencontre de 2 heures, le 5 novembre à 9 h, à distance sur Zoom. Et nous terminons avec 2 conférences offertes en collaboration avec le Salon du Livre de Rimouski. Ces 2 conférences auront lieu en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Dans un premier temps, le journaliste, animateur, conférencier et auteur Alain Crevier présentera « Être », son premier livre dans lequel on retrouve des personnages rencontrés au fil de sa carrière. Ils sont de tous les horizons, certains sont célèbres, d'autres absolument inconnus. Cette conférence a lieu le jeudi 6 novembre à 16 h. Dans un second temps, Jean-François Lisée, auteur, chroniqueur et journaliste, présente pour la première fois dans un même récit l'histoire parallèle de 2 géants de notre histoire, René Lévesque et Pierre Trudeau. Cette conférence se déroule le vendredi 7 novembre à 13h30. Comme vous venez de le constater, la DOCAR vous offre plusieurs activités sur des thèmes diversifiés. Cela fait beaucoup d'informations à digérer. Alors pour en savoir plus et pour vous inscrire à ces activités, rendez-vous sur notre site web Internet au www.adocar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. D'ici la prochaine capsule, nous vous souhaitons un automne à votre goût. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin octobre en espérant que vos cheminées ont été ramenées parce que le froid s'en vient, il est temps de brûler du bois. Merci pour votre écoute. C'était Wilson Henley pour les infos TCBH. À très bientôt.